Le fait de travailler comme correspondante de guerre dans des territoires qui sont effectivement en combat actif, ça implique des choses comme ce qui vient de m'arriver il y a à peine quelques instants. En réalité, c'est la partie la plus difficile et en même temps la plus belle. La personne dont je vais parler n'apparaîtra probablement jamais dans aucune de mes vidéos. J'adorerais pouvoir vous raconter son témoignage, ou plutôt qu'elle-même puisse vous raconter son témoignage, mais en ce moment, elle est complètement bouleversée. Elle est aussi absolument dévastée par ce qu'elle vient de vivre. Et je trouve cela absolument légitime, et je trouve cela tout à fait normal. Je ne veux pas imaginer aucun d'entre nous à sa place. Il s'agit d'une femme dont l'ami m'a récemment contactée et m'a dit qu'effectivement, cette femme se trouvait à Pakrovsk, maintenant la ville russe de Krasnoïarsk, puis la ville ukrainienne de Pakrovsk, et qu'il venait tout juste de quitter cette localité. Il venait d'être évacué par la Fédération de Russie il y a à peine quelques jours. Aujourd'hui, la femme elle-même, avec qui j'ai déjà pu parler au téléphone, m'a confirmé que cela s'est produit il y a quelques jours. Eh bien, je crois que cela fait déjà environ 2 semaines, vers la mi-janvier, et qu'en effet, ils sont restés là-bas, survivant comme ils pouvaient dans les sous-sols de Krasnoïarsk. Elle m'a dit qu'elle avait tout, sa petite entreprise et une vie bien organisée. C'était bouleversant. Parce que je l'ai vraiment appelée parce que son amie, qui était en fait plutôt l'amie de sa sœur. Elle m'a contactée pour voir si on pouvait la localiser, parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si c'était Internet ou quoi, les moyens de contact via Internet. Alors, ils ont perdu sa trace. Et aussi pour me demander si je connaissais une organisation humanitaire, un point d'aide humanitaire, où ils pourraient les aider, leur apporter un certain soutien, une aide psychologique. Une aide, c'est tout. Au final, ces personnes se sont retrouvées sans rien. Et la vérité, c'est que je craignais vraiment de ne pas pouvoir aider, mais malgré tout, je me suis dit « Allez, je vais la contacter, je vais faire tout ce que je peux ». Je suis en plein déménagement. Je vais tenter de rassembler mes dernières forces et du temps pour voir si on peut obtenir un résultat. Et j'ai fini par appeler la femme. Je partage ce témoignage ici parce qu'après tout, c'est la chaîne qui a le plus de rapports directs avec la guerre et avec mon travail dans la guerre. J'ai vu beaucoup de choses en tant que correspondante de guerre, énormément, dont beaucoup. Eh bien, je ne dirais pas que j'aimerais les oublier, en fait, j'aimerais ne jamais les oublier. Parce qu'au final, ça te marque comme une sorte d'avant et d'après. Et tout à coup, tu parles avec une femme qui avait absolument tout dans sa vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste ? Et à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, c'est le plus important, c'est simplement d'être en vie. Grâce à Dieu, elle et ses 2 enfants, qui sont jumeaux, sont en vie et en plus, ils sont restés. Rien de Krasnoïarsk là-bas. Ils ont survécu dans des sous-sols pendant, je crois, presque des mois et ils ont été évacués pendant 7 heures. Elle m'a raconté qu'ils ont mis 7 heures à faire un trajet qui normalement prend à peine 1 heure. Elle m'a expliqué comment ils ont été la cible de tirs avec toutes sortes de munitions, toutes sortes d'armes, d'armements. Elle dit que les drones volaient constamment au-dessus de leur tête. Est-ce qu'il y avait ces drones qui attendaient ? Eh bien, je ne sais pas exactement comment le traduire en espagnol. Ce sont comme des drones d'attente, appelons-les ainsi. En russe, on les appelle de Unir. C'est donc ce drone qui est programmé pour s'activer dès qu'il détecte le moindre mouvement. Et en plus, il a dit qu'ils étaient attaqués par des chars, qu'ils essayaient de les effacer de la surface de la Terre. Et pourtant, depuis les drones, j'imagine qu'ils pouvaient parfaitement voir qu'il s'agissait d'un groupe de civils. C'était elle, ses enfants et les voisins qui essayaient de quitter la localité de Krasnoïarsk, qui était déjà pratiquement complètement dévastée par la guerre. Ils ne pouvaient plus survivre, dit-elle, puis ont traversé un calvaire passant par plusieurs points de contrôle. Même si la Fédération de Russie fait de son mieux, les ressources n'arrivent pas toujours. C'est la réalité. Nous sommes maintenant en plein hiver, il fait très froid partout. Les centres d'accueil pour ces réfugiés sont à peine équipés. Et en plus, là-bas, il faut voir d'où vient chacun. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'éventuels espions,
Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'agents ukrainiens. En définitive, il y a donc beaucoup de choses que l'on peut comprendre du côté russe et il y a aussi beaucoup de problèmes que l'on peut saisir. Que trouve la partie qui arrive, ces réfugiés ayant déjà vécu bien pire? Impossible. Et voilà, je me suis mise à parler avec elle. En fait, d'un côté, je pense qu'elle avait aussi besoin de se confier un peu et de me raconter. Toute ta vie défile quand on te dit « mais j'avais tout » et elle a confondu un problème avec lui, ce qui l'a affecté. Amen Ellie, qui ne peut pas vraiment lui faire la leçon pour ça d'un certain côté. C'est conditionnel. Pour moi, c'était très évident, sans pareil. Ça me fait mal à l'âme de devoir rencontrer des cas de personnes que, malheureusement, je ne peux pas vraiment aider beaucoup, mais qui ont perdu tant de choses à cause d'une guerre qui, de mon point de vue, n'aurait jamais dû avoir lieu. Et qui est là tout simplement parce qu'un côté a trop insisté pour que cela arrive et a exercé trop de pression. Mais bon, là, on ne parle pas du tout des causes politiques. Ce qui est certain, c'est que j'ai été là à demander comment on pouvait l'aider. J'ai aussi un certain nombre, pas très grand, mais quand même d'abonnés sur mes chaînes russes. Et en fait, pendant que je préparais le direct et que je parlais avec cette femme, nous avons pu coordonner une petite aide. J'espère que ça arrivera. Dès que je termine le direct, on continue là-bas pour voir si on peut aider davantage. Il semble que certains soient prêts à envoyer des vêtements et que d'autres aient déjà envoyé un peu d'argent. Nous aussi, on va voir comment on peut aider, c'est-à-dire, dès qu'on aura tout coordonné, bien sûr, on va apporter notre petite contribution et voilà. Je voulais le partager avec vous parce que d'un côté, ça m'émeut énormément de pouvoir faire ces choses, même à un niveau minimal. Oui, mais quand même. Eh bien, c'est une famille à qui on ne va pas pouvoir apporter grand-chose, mais c'est une famille à qui, au moins, on pourra peut-être donner un peu d'espoir. Dans ces conditions, je pense que c'est déjà beaucoup. Je ne vais rien demander aux abonnés hispanophones parce qu'il est très difficile d'envoyer des choses en Russie ou de l'argent en Russie. En ce moment, c'est pratiquement impossible. Donc je viens simplement vous raconter cette histoire. Je vous demanderai du soutien pour ce que nous sommes en train de préparer. Enfin, en fait, c'est déjà prêt, mais j'ai besoin d'un minimum de temps pour m'installer. C'est un garçon de Palestine qui doit être opéré. Et là, oui, nous allons demander votre aide parce qu'on peut contribuer au niveau international, mais dans ce cas particulier, d'un côté, je suis vraiment très heureuse de pouvoir être utile, même si ce n'est qu'un peu, mais d'un autre côté, je déteste vraiment ces moments parce que tu apprécies la vie d'une manière totalement différente. Nous sommes en vie, c'est la chose la plus importante que nous ayons, sans aucun doute. Et la grande majorité d'entre nous avons la vie plutôt bien réglée, très difficile, avec plein de problèmes, y compris des problèmes économiques. Mais au bout du compte, une assiette de nourriture chaude sur la table, que nos enfants aient une certaine sécurité. Nous ne valorisons pas assez ce que nous avons alors que nous possédons beaucoup. Et c'est très rapide, on peut pratiquement tout perdre d'un moment à l'autre. Et c'est précisément pour cela, aussi ringard ou aussi kitsch que cela puisse paraître. C'est justement pour des choses comme ça que je gère ces réseaux sociaux. Peu importe ce qui arrive, je crois qu'on peut faire la différence. Pour apporter ta petite contribution à la création d'un monde un peu plus juste. Et je crois, vraiment, je crois fermement que ce que nous faisons maintenant, ici et maintenant, c'est lutter pour un monde plus juste. Et j'espère qu'un jour viendra où il n'y aura plus de personnes ayant besoin de notre aide, pour qu'ils aient un minimum, qui, à mon avis, devrait être le minimum fondamental de tout être humain. J'espère que nous pourrons y arriver et nous nous battrons pour y parvenir sans aucun doute.